sur l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. La loi numéro 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite loi nucléaire, est la traduction opérationnelle de la volonté du gouvernement de relancer la construction de réacteurs nucléaires. Initialement composée de 11 articles, la loi nucléaire en comportait 30 à l'issue de son examen par le Parlement, après une commission mixte paritaire CMP conclusive entre les deux chambres. 9 articles ayant été censurés par le Conseil constitutionnel, la loi promulguée se compose finalement de 21 articles. Cette loi permet des gains de temps sur certaines procédures administratives liées à la construction d'un réacteur nucléaire, ainsi que des dérogations au droit commun justifiées par l'intérêt général du projet. Elle permet également de sécuriser le risque contentieux lié aux différentes autorisations nécessaires. Ces mesures sont cependant strictement encadrées à la fois dans le temps. Elles ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation de création d'un réacteur déposé dans les 20 ans suivant la promulgation de la loi et dans l'espace. Elles ne valent que pour les réacteurs construits à proximité immédiate d'installations nucléaires de base existantes. La loi nucléaire comporte aussi des mesures liées au fonctionnement des installations existantes, notamment sur les modalités de l'enquête publique pour le réexamen périodique au-delà de la 35e année d'exploitation ou sur la mise à l'arrêt définitif d'une installation. À l'initiative du Sénat, les parlementaires ont également supprimé les dispositions législatives plafonnant la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2035. Les sites qui accueilleront les 3 futurs PR2 et qui pourront bénéficier des dispositions d'accélération de la loi sont déjà connus. Il s'agit de Penly, de Gravelines, de Puget. La demande d'autorisation de création des EPR2 de Penly a été déposée quelques jours seulement après la promulgation de la loi nucléaire au journal officiel. Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l'article 145-7 du règlement de l'Assemblée nationale, qui dispose que 2 rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d'opposition, doivent présenter à l'issue d'un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi un rapport sur la mise en application de cette loi. Lors de sa réunion du 8 novembre 2023, la Commission des affaires économiques a ainsi nommé Mme Bréjon, députée membre du groupe Renaissance et rapporteur du projet de loi. M. Sébastien Jumel, député membre du groupe GDR-NUP, co-rapporteur. Vos rapporteurs ont tous 2 voté cette loi au-delà des différences politiques qui les séparent sur d'autres sujets. Convaincus qu'un mix énergétique équilibré autour de la filière nucléaire est une condition essentielle pour transformer le bilan carbone de la consommation énergétique de notre pays. Votre rapporteur, Sébastien Jumel, est par ailleurs directement concerné par la conception de la première paire de PR2 qui a lieu dans sa circonscription. Ce rapport a pour objet de contrôler l'action du gouvernement s'agissant de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires à la pleine applicabilité de la loi. Il vérifie aussi que le contenu de ces mesures est bien conforme aux intentions du législateur. La loi nucléaire étant un texte d'accélération, il est d'autant plus important que les mesures d'application de celle-ci soient prises dans les meilleurs délais. Si le présent rapport n'a pas vocation à évaluer les effets de la loi, travail qui pourra être mené 3 ans après sa publication, si le bureau de la Commission des affaires économiques le décide. Il s'inscrit dans le contexte particulier du démarrage du chantier de Penly. Vos rapporteurs y ont vu une occasion d'identifier les éventuels obstacles qui se trouveraient sur le chemin critique de la réussite de ce projet. Cette loi nécessitait peu de textes réglementaires d'application. Un peu plus de 7 mois après la promulgation de la loi, 3 mesures
réglementaires d'application sont encore attendus sur les 6 expressément prévus par la loi, soit un taux d'application de 50%. Parmi les mesures réglementaires d'application manquantes, 2 d'entre elles, réunies au sein d'un même projet de décret qui a déjà été soumis à consultation publique et a été transmis au Conseil d'État, devraient être publiées en début d'année 2024. Une mesure moins urgente devrait être publiée d'ici la fin du premier semestre 2024. Compte tenu de ces précisions, vos rapporteurs estiment ce taux d'application satisfaisant. Sur le fond, la déclinaison réglementaire des mesures d'application de la loi ne pose pas de difficultés majeures et les acteurs entendus sont satisfaits de cette loi, qui est perçue sans contexte comme un véritable vecteur d'accélération. La préparation du chantier des futurs EPR2 de Penly fait cependant émerger des problématiques non traitées par la loi, en particulier au sujet des aménagements non directement liés à la réalisation du réacteur. Vos rapporteurs ont souhaité relayer certaines alertes concernant ceci, afin que les interrogations soulevées ne se muent pas en frein. Ce premier chantier doit être exemplaire tant pour assurer sa bonne acceptabilité au niveau local que pour servir de modèle aux futurs chantiers nucléaires. Un décret non expressément prévu par la loi, mais permettant de préciser certaines modalités d'application de son titre 3 a été publié. Seuls les articles de la loi qui ont donné lieu ou qui doivent donner lieu à des mesures réglementaires d'application seront détaillés ci-après. Titre 1er, mesures liées à la production d'électricité à partir d'énergie nucléaire. L'article 1er supprime du Code de l'énergie les dispositions plafonnant la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à horizon 2035. Il précise, afin que tenir compte de cette modification législative, la programmation pluriannuelle de l'énergie PPE, qui est adoptée par décret, doit faire l'objet d'une révision simplifiée dans l'année qui suit la promulgation de la loi, soit d'ici juin 2024. Le ministère indique que le PPE en vigueur est conforme à la loi. Il est vrai que le contenu du décret validant cette programmation ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'énergie nucléaire. Toutefois, le document détaillé de la PPE auquel l'article 1er du décret prévoit toujours cet objectif de 50% de nucléaire dans la production électrique en 2035, qui implique la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900 MW, dont les 2 réacteurs de Fessenheim, ainsi que la possibilité de fermer 2 réacteurs additionnels en 2025 et en 2026. Le gouvernement prépare une nouvelle PPE 2024-2035. Ces grandes orientations ont fait l'objet d'une consultation en fin d'année 2023 dans le cadre de la consultation plus générale sur la stratégie française énergie-climat, SPEC. S'agissant du nucléaire, ces orientations prévoient notamment la conduite d'études afin de poursuivre l'exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 50 et de 60 ans. Une cible de 400 TWh de production d'électricité d'origine nucléaire d'ici 2030. Le soutien au développement des petits réacteurs modulaires SMR. La construction de 6 EPR2 et la prise d'une décision d'ici 2026 sur la construction de 8 EPR2 supplémentaires. L'absence de mise à jour de la PPE n'est pas critique pour assurer la bonne application des dispositions opérationnelles d'accélération de la loi nucléaire, qui figure au titre 2 de cette loi. La révision du PPE devrait par ailleurs, logiquement, avoir lieu dans son intégralité et non sur son seul volet nucléaire. Cette révision est tributaire d'enjeux qui dépassent largement le cadre d'application de la présente loi. Votre rapporteur Sébastien Jumel déplore néanmoins que la loi d'accélération du nucléaire n'ait pas été précédée par son pendant programmatique en matière législative. Une loi de programmation dite énergie-climat devait pourtant être présentée avant le 1er juillet 2023 au terme de l'article L100-1 du Code de l'énergie.
Une telle inversion des calendriers, si elle ne nuit pas à l'application de la présente loi, paraît cependant affaiblir la lisibilité des mesures visant à l'accélération de la filière nucléaire en l'absence d'objectif global. Titre 2. Mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Un projet de décret sur la notion de proximité immédiate a été mis en consultation. 1. Les dispositions de loi. L'article 7 de la loi nucléaire définit le périmètre géographique et la durée des mesures dérogatoires applicables à la réalisation de réacteurs électronucléaires. La réalisation d'un réacteur électronucléaire qui s'applique à l'ensemble des dispositions du titre 2 est définie comme l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et travaux liés à sa création ou à sa mise en service, ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. Cette réalisation inclut également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci. En réponse à des interrogations formulées par le RTE sur l'application de certaines dispositions des articles 9, dispense d'autorisation d'urbanisme et de 11 délivrances de l'autorisation environnementale par décret et modalités de modification de celle-ci. Aux ouvrages de raccordement, vos rapporteurs rappellent l'intention du législateur à ce sujet. Le périmètre de la définition posée à l'article 7 pour l'ensemble des dispositions du titre 2 doit permettre à ces ouvrages de raccordement de bénéficier des mesures d'accélération lorsqu'ils sont inclus dans le projet, afin de ne pas retarder la mise en service du réacteur. Les dispositions du titre 2 sont applicables aux demandes d'autorisation de sa création déposées dans les 20 ans à compter de la promulgation de la loi. L'article 7 précise aussi que les réacteurs électronucléaires bénéficiant des dispositions de la loi ne peuvent être construits qu'à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base, INB, existante, sans excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention lorsque l'INB, installation nucléaire de base existante, en dispose. Un décret en Conseil d'État doit préciser cette notion de proximité immédiate. Un projet de décret relatif à la notion de proximité immédiate a été mis en consultation. A. Les dispositions du projet de décret. Un projet de décret relatif à la notion de proximité immédiate a été mis en consultation en fin d'année 2023. Il est en cours d'examen au Conseil d'État et devrait être publié en début d'année 2024. Selon les informations fournies par les services ministériels, il retient une notion de proximité immédiate différente selon les INB existantes et à construire sont situés ou non sur le territoire d'une commune littorale. Ces critères sont résumés dans le tableau ci-dessous. Interrogé sur le choix de prévoir 2 critères alternatifs caractérisant la notion de proximité immédiate en zone non littorale, les services ministériels soulignent que là où le premier critère est indépendant d'une implantation en zone urbanisée ou non, le second plus étendu prévoit quant à lui un critère de population. Cela permet un éloignement plus important tout en se limitant à des zones non densément peuplées et ainsi préserver l'opérationnalité des plans de gestion des situations d'urgence. Ces 2 critères permettent donc de conserver une certaine flexibilité dans la caractérisation de la proximité immédiate selon les projets. Le projet de décret comporte également des dispositions réglementaires non directement liées à la loi nucléaire. Durée de validité des déclarations de modification à l'ACN, précision sur le statut des inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités par l'ACN à exercer certaines mesures de police judiciaire. B. Les observations formulées par les différents acteurs sur le projet de décret. L'ACN a été saisie du projet de décret. Dans son avis, elle indique ne pas avoir à se prononcer sur la notion de proximité immédiate car celle-ci n'a pas d'incidence sur la protection des intérêts mentionnés à l'article 593-11 du Code de l'environnement. Parmi les autres acteurs interrogés sur les distances prévues par le projet de décret, les retours sont plutôt favorables.
La consultation du public a donné lieu au dépôt de 57 contributions hors doublon, dont 46 sont favorables au décret. La plupart visant cependant à soutenir plus généralement toute mesure d'accélération propice à la relance du nucléaire. Quelques idées ont été suggérées, par exemple, d'apprécier la notion de proximité immédiate en fonction des nuisances induites, d'appliquer un périmètre identique, que le réacteur soit situé en zone littorale ou non, ou encore de réduire ce périmètre de proximité immédiate. La préfecture de la région Normandie souligne que la distance de 500 mètres applicable en zone littorale présente l'avantage de réduire la consommation de foncier nécessaire à la construction de nouveaux réacteurs en incitant à utiliser le foncier déjà présent au sein de l'INB existante. Pour la distance proposée de 5 km en zone non littorale, elle observe que la construction de 2 réacteurs à plusieurs kilomètres d'un site existant s'apparente à une nouvelle installation avec une acceptabilité qui peut être moindre et une implantation qui pourrait être sur une commune ou un EPCI différent, ce qui par contre peut être positif en termes de répartition de la fiscalité. EDF juge cette disposition adaptée et opérante. Une différenciation du critère de proximité selon qu'il s'agisse d'un réacteur de type EPR ou d'un petit réacteur modulaire, Small Modular Reactor, SMR, n'apparaît pas nécessaire. Il peut tout d'abord être rappelé que les dispositions de la loi ont essentiellement vocation à s'appliquer aux projets de réacteurs de type EPR2. De plus, la préfecture de la région Normandie souligne que pour les SMR, Small Modular Reactor, la proximité immédiate du INB existante peut permettre de les inclure dans la politique de sûreté et de sécurité de celle-ci. Ce qui peut constituer un avantage dans la mesure où les porteurs de projets peuvent ne pas encore être très familiers de telles réglementations. Votre rapporteur, Sébastien Jumel, déplore en revanche que les termes de la loi ne permettent pas de circonscrire plus clairement le déploiement de nouvelles installations nucléaires au seul OPR2, sous maîtrise de l'entreprise EDF. Il considère qu'un déploiement du Small Modular Reactor, SMR, y compris dans le périmètre défini comme de proximité immédiate, emporte des questions de gouvernance, d'exploitation et de sécurité dont on ne peut encore assurer la parfaite maîtrise. L'audition de l'ACN a d'ailleurs permis de mesurer combien le développement de la filière Small Modular Reactor SMR demeurait peu mature. Votre rapporteur attire l'attention sur ce point de vigilance. Dans une réflexion plus générale, sans considération spécifique sur la technologie ou la puissance concernée, EDF relève que la question de proximité immédiate pourrait à moyen terme être réinterrogée dans l'hypothèse d'un souhait de développement important des moyens de production nucléaire. L'article 7 permet aussi la prise d'un arrêté pour faire bénéficier une installation d'entreposage de combustible usé du régime dérogatoire prévu par la loi. L'article 7 de la loi nucléaire prévoit que le régime spécifique applicable à la réalisation de réacteurs électronucléaires peut également s'appliquer sous conditions. Aux installations d'entreposage données doit être décidé par arrêté ministériel. Ce même arrêté devra préciser quelles dispositions du titre 2 de la loi lui sont applicables. EDF a indiqué à vos rapporteurs que son projet de piscine centralisée de La Hague pourrait en bénéficier. Des discussions avec le ministère et l'ACN étant en cours à ce sujet. Aucune demande officielle n'a cependant été formulée à ce stade. Votre rapporteur, Sébastien Jumel, souhaite attirer l'attention du gouvernement sur ce sujet afin de garantir une gestion transparente des combustibles usés et éviter tout effet de saturation sur les territoires concernés. La qualification de la réalisation d'un réacteur électronucléaire de projet d'intérêt général. 1. Les dispositions de la loi. L'article 8 permet de qualifier par décret en Conseil d'État la réalisation d'un réacteur électronucléaire de projet d'intérêt général.
Cela permet de lui appliquer un régime ad hoc, accéléré et simplifié, de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Ce régime spécifique est décrit à l'article 8. Il prévoit notamment l'information du département et de la région sur la nécessité d'une telle mise en compatibilité. La transmission d'un dossier par l'autorité administrative compétente de l'État aux communes et aux EPCI concernés, précisant pourquoi il est nécessaire de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme et quelles modifications elle estime nécessaires pour y parvenir. Que les collectivités concernées disposent d'un mois pour formuler des observations à compter de la transmission de ce dossier, avant engagement sans délai de la procédure de mise en compatibilité. S'agissant des conditions de participation du public, lorsque le projet de mise en compatibilité est soumis à évaluation environnementale, la procédure de participation du public se fait par voie électronique. Lorsque le projet de mise en compatibilité n'est pas soumis à évaluation environnementale, une mise à disposition des documents concernés auprès du public est prévue durant un délai d'1 mois. Les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par l'autorité administrative au moins 10 jours avant le début de la mise à disposition. Que l'autorité administrative présente le bilan de la procédure de mise en compatibilité devant l'organe délibérant, la commune ou de l'EPCI concerné, qui doit rendre un avis sur ce projet. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'1 mois. La qualification de PIG sera effectuée pour Panly, mais ne nécessite pas de déclencher la procédure associée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme dans l'immédiat. S'il ne s'agit pas d'une mesure réglementaire d'application à proprement parler, il peut utilement être relevé que pour le projet de Panly. Le décret qualifiant celui-ci de projet d'intérêt général est actuellement au Conseil d'État pour une publication envisagée avant le mois de mai 2024. Cette échéance correspond à la date prévisible de fin de l'instruction de l'autorisation environnementale. Cependant, la qualification de PIG ne sera pas utile pour une mise en compatibilité immédiate des documents d'urbanisme, car celle-ci avait déjà été réalisée en amont. Les services ministériels ont précisé à vos rapporteurs que pour les projets à retenir de Gravelines et Puguet, la cible est d'adopter le PIG très rapidement après le dépôt des demandes, objectif moins de 3 mois, pour ensuite obtenir la mise en conformité en 9 mois. Cette séquence représente donc une durée de l'ordre d'1 an. Des échanges sont déjà en cours à ce sujet entre les services déconcentrés et l'exploitant pour le projet d'EPR2 à Gravelines. Concernant l'arrêté définissant les modalités de mise à la disposition du public du projet de mise en compatibilité qui devra être mis par l'autorité administrative concernée en l'absence d'évaluation environnementale. Il existe certaines souplesses de mise en œuvre tout en assurant le respect des procédures prévues par la loi. Mise à disposition durant 1 mois dans des conditions permettant au public de formuler ses observations, ces dernières devront être enregistrées et conservées. C. La dispense d'autorisation d'urbanisme, les modalités de paiement de la taxe d'aménagement et le décompte de l'artificialisation engendrée par la réalisation d'un réacteur électronucléaire. 1. Les modalités de contrôle des règles d'urbanisme applicables au projet. A. Les dispositions de la loi. L'article 9. L'article 9 dispense la réalisation d'un réacteur électronucléaire de certaines formalités qui s'imposent habituellement au titre du Code de l'urbanisme, permis de construire, d'aménager, etc. Un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative vérifie que le projet de réacteur est bien conforme aux règles d'urbanisme qui s'appliquent dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur. B. Le décret précisant les modalités de contrôle de conformité aux règles d'urbanisme a été publié.
Le décret d'application précisant les modalités du contrôle de conformité aux règles d'urbanisme de la réalisation d'un réacteur électronucléaire a été publié le 1er février 2024. Ces dispositions seront donc pleinement applicables dans le cadre de l'instruction des dossiers du chantier de Penly. Ce décret précise tant pour l'autorisation environnementale AE que pour l'autorisation de création AC quelles pièces doivent être ajoutées au dossier de demande par le pétitionnaire afin d'effectuer le contrôle de conformité aux règles d'urbanisme. Pour le contrôle de conformité des travaux, installations et aménagements pouvant débuter dès l'octroi de l'AE, doit être fourni un document justifiant de la conformité du projet aux documents locaux d'urbanisme. Un plan du réacteur à l'échelle de 1/2500 minimum et des vues en trois dimensions permettant d'apprécier les dimensions des bâtiments. L'autorité administrative peut exiger des éléments graphiques allant jusqu'à une échelle de 1/100. Le délai d'examen de l'AE ne peut être suspendu au seul motif de l'absence des pièces prévues par ce décret dans le dossier de demande. Pour le contrôle de conformité des travaux, installations et aménagements, ne pouvant débuter qu'après l'octroi de l'AC. La liste est la même que celle décrite pour l'AE. Les pièces devant être actualisées à la date de cette demande. Lorsque le projet de réalisation du réacteur est modifié postérieurement à la demande d'AE, une note doit présenter les modifications du projet qui ont été effectuées. Pour EDF, il était nécessaire que ce décret puisse en particulier venir sécuriser l'identification des documents à fournir, mais aussi préciser si ces documents seraient compris dans le dossier soumis à enquête publique ou non. Pour ce dernier point, le décret indique que les pièces précitées ne sont pas versées au dossier soumis à enquête publique, ce qui semble opportun à l'exploitant, notamment afin de se prémunir contre tout acte de malveillance pouvant intervenir en utilisant les plans qui doivent être fournis. Il convient d'attirer l'attention du gouvernement sur ce point afin de veiller à concilier correctement les préoccupations légitimes de transparence et de sécurité. Le régime de paiement de la taxe d'aménagement compte tenu de la dispense d'autorisation et d'urbanisme à les dispositions de la loi. L'article 9 précise aussi les modalités de paiement de la taxe d'aménagement par l'exploitant du réacteur. Le fait générateur de la taxe est ainsi la délivrance de l'autorisation environnementale, AE, pour les travaux qui peuvent être démarrés avant l'obtention de l'autorisation de création AC. Pour ceux liés à l'îlot nucléaire, le fait générateur est la délivrance de l'AC. Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités de paiement de la taxe en cas de modification du projet postérieur à la délivrance de l'AE ou de l'AC. B. Les travaux sur le décret d'application sont en cours. Aucun décret n'a été publié à ce stade. Le ministère indique qu'il est en cours de préparation et que sa publication devrait intervenir d'ici le mois de mai 2024. La préfecture de la région Normandie, le décret pourrait notamment préciser le délai applicable à la déclaration, le fait générateur pris en compte en cas de modification du projet postérieur à la délivrance de l'AE ou de l'AC, ainsi que la date à laquelle se placer pour apprécier les taux et exonérations à appliquer. 3. Les enjeux relatifs au zéro artificialisation nette, bien que n'appelant pas de décret d'application, sont fondamentaux à les dispositions de la loi. L'article 9 précise que la réalisation d'un réacteur électronucléaire n'est pas comptabilisée pour l'atteinte des objectifs régionaux et locaux en matière de réduction du rythme de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces agricoles et forestiers, au titre du zéro artificialisation nette (ZAN). La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023
visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, dite Lausanne, précise que la réalisation d'un réacteur électronucléaire fait partie des projets d'envergure nationale ou européenne, qui présentent un intérêt général majeur dans la consommation d'espace NAF, n'est pas prise en compte au titre des objectifs ZAN fixés au niveau régional ou local pour la période 2021-2031. Au même titre que d'autres projets d'envergure, ils seront décomptés dans le cadre d'un forfait national mutualisé entre régions. Aucun décret d'application n'est prévu par la loi nucléaire sur le sujet de l'artificialisation. En revanche, au titre de la loi ZAN, un arrêté doit inscrire les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire dans la liste des projets d'envergure nationale ou européenne, faisant l'objet d'un décompte national mutualisé entre régions. La répartition de ce forfait national d'artificialisation doit également être précisée par arrêté. B. Un projet d'arrêté sur les projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur et en cours de consultation. Un projet d'arrêté a été élaboré. Il intègre bien les réacteurs électronucléaires dans les projets d'envergure nationale ou européenne, avec une consommation d'espace NAF sur la période 2021-2031, estimée à 48 hectares pour Penly, à 170 hectares pour Gravelines, sous réserve de précisions liées à des études en cours, et à 220 HA pour budget. Ces calculs du foncier nécessaires correspondent à la différence entre l'enveloppe globale de besoins exprimés par EDF et les surfaces déjà urbanisées pouvant être remobilisées selon les précisions fournies par le ministère. Ce projet d'arrêté comprend également certains ouvrages de raccordement, en particulier le poste de Navarre, qui, bien que n'étant pas inclus dans le périmètre du projet des EPR de Penly, permettra leur raccordement au réseau. RTE précise par ailleurs que le passage des lignes aériennes et souterraines permet au terrain traversé de conserver une vocation naturelle agricole ou forestière, et partant ne contribue pas à l'artificialisation. Le projet d'arrêté, qui précisera également les modalités de répartition du forfait national, a été mis en consultation auprès des régions le 21 décembre 2023 et jusqu'au 21 février 2024. Des précisions sur le séquençage des travaux du réacteur. 1. Les conditions de modification de l'autorisation environnementale une fois le décret d'autorisation de création du réacteur publié. A. Les dispositions de la loi. Article 11 précise que l'autorisation environnementale AE nécessaire à la réalisation d'un réacteur électronucléaire est délivrée par décret. Une telle autorisation est normalement délivrée par arrêté préfectoral. Un décret en Conseil d'État doit préciser dans quelles conditions l'autorisation environnementale peut être modifiée une fois l'autorisation de création AC du réacteur délivré. B. Le décret d'autorisation environnementale pour Penly devrait être publié en juin 2024. Si le décret de l'octroi de l'AE n'est pas une mesure d'application au sens strict, vos rapporteurs ont pu être informés que celui concernant le projet de Penly devrait être publié au mois de mai ou de juin 2024. Dans le cadre de cette demande d'AE, l'autorité environnementale s'est prononcée sur le projet en novembre 2023. EDF et RTE ont produit un mémoire en réponse à cet avis qui est mis à disposition dans le cadre de l'enquête publique en cours. EDF indique que les remarques de l'autorité environnementale portent pour l'essentiel sur la phase d'exploitation du réacteur, exploitation qui sera autorisée par le décret d'autorisation de création DAC. L'autorité environnementale
s'est prononcé par anticipation cette phase au regard du phasage nouveau introduit par la loi accélération du nucléaire. EDF a répondu à l'ensemble des remarques, dont certaines donneront lieu à un approfondissement lors d'une mise à jour ultérieure de l'étude d'impact dans le cadre de l'instruction du DAC. En effet, comme le confirme le ministère, une nouvelle saisine de l'autorité environnementale lors de l'instruction de la demande d'autorisation de création permettra de s'assurer que les recommandations relatives à l'exploitation des réacteurs ont bien été prises en compte. RTE explique, concernant le raccordement, que les remarques de l'autorité environnementale portent, d'une part, sur la caractérisation du risque de collision pour certaines espèces d'oiseaux protégés et d'autre part sur la mise en œuvre de deux mesures de réduction et de compensation des impacts sur la biodiversité. Le ministère souligne aussi que les recommandations de l'autorité demandent une amélioration des mesures de prévention et de protection mises en place, mais qu'aucune recommandation ne met en avant un manque manifeste préjudiciable à l'environnement ou à la santé. Un retour au droit commun est prévu pour les modifications de l'autorisation environnementale effectuées après le décret d'autorisation de création. Un projet de décret a été mis en consultation. Il précise que c'est le droit commun qui viendrait à s'appliquer pour les modifications de l'autorisation environnementale, postérieures au décret d'autorisation de création. L'ACN serait donc compétent tant pour les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, et les installations ouvrages, travaux et activités, IOTA, non nécessaires à l'exploitation du INB, mais comprises dans le périmètre de celle-ci, que pour les ICPE et IOTA nécessaires à cette exploitation, ces dernières relevant dès lors du régime des INB. Le préfet demeure compétent pour les éventuelles mesures applicables en dehors du périmètre de l'INB. L'ASN a rendu un avis favorable, non encore publié, sur ce projet de décret. Considérant que la précision selon laquelle l'on revient au droit commun des INB est suffisante et que les compétences qui lui sont dévolues relèvent de leurs compétences habituelles. 2. Le décret sur le séquençage des travaux selon qu'ils soient exécutés à compter de l'autorisation environnementale ou de l'autorisation des créations a été publié. A. Les dispositions de la loi. L'article 11 précise quels sont les travaux qui peuvent démarrer dès la délivrance de l'AE et ceux qui ne peuvent débuter qu'à compter de la délivrance de l'AC. Les travaux portant sur les bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde. En d'autres termes, les travaux liés à l'îlot nucléaire ne pourront démarrer qu'après la délivrance de l'AC. Un décret pris après avis de l'ASN doit préciser la répartition de ces opérations. B. Le décret d'application confirme sans ambiguïté l'interprétation existante des travaux liés à l'îlot nucléaire. Ce décret a été publié avec avis favorable de l'ASN. Il se borne à rappeler la distinction opérée par la loi. Il précise toutefois que lorsque des éléments de fondation sont communs à plusieurs bâtiments, dont certains appartenant à l'îlot nucléaire, leur réalisation ne pourra débuter qu'après la délivrance de l'AC. Les personnes auditionnées sont unanimement satisfaites des dispositions de ce décret. Le point de référence pris pour les travaux qui ne peuvent commencer qu'après la délivrance de l'AC correspond bien en pratique à celui de la coulée du premier béton nucléaire. La préfecture de la région Normandie souligne notamment que le décret ne remet pas en cause l'interprétation partagée jusqu'à présent avec le porteur du projet,
les services de l'État, les collectivités et les partenaires associés. Plus encore, il paraît difficile de préciser davantage les choses au risque de procéder à une énumération incomplète. Comme cela avait d'ailleurs déjà été rappelé par votre rapporteur lors des débats sur le projet de loi. Les services ministériels ont aussi expliqué que les bâtiments nucléaires ou non nucléaires ne sont pas totalement et strictement identiques d'une centrale nucléaire à une autre. Aussi, il n'est pas possible de lister de manière exhaustive les bâtiments, le risque d'omettre un bâtiment étant trop important. Par contre, même s'ils ne peuvent pas être listés par avance, les bâtiments nucléaires sont bien identifiables par l'administration car ils font l'objet de règles spécifiques, notamment de sismicité. Les contributions publiques sur le projet de décret au nombre de 146, hors doublon, sont également très largement favorables au dispositif. La plupart consistant toutefois en un avis favorable, plus général sur les dispositions permettant d'accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. La reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur, RIP, à la réalisation d'un réacteur électronucléaire. 1. Les dispositions de la loi. L'article 12 reconnaît que la réalisation d'un réacteur électronucléaire est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, RIP, sous réserve de conditions notamment de puissance et de type de technologie qui doivent être définies par décret en Conseil d'État. Le rythme constitue l'une des trois conditions cumulatives prévues à l'article L411-2 du Code de l'environnement permettant à un projet de déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leur habitat. En droit commun, la RIP-M est appréciée au cas par cas par les juridictions. 2. Les dispositions du décret. A. Dispositions applicables à la réalisation de réacteurs électronucléaires. Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 12 a été publié. Il précise les conditions permettant à la réalisation d'un réacteur électronucléaire d'être constitutive du RIP-M. La puissance thermique prévisionnelle de l'installation doit être soit supérieure ou égale à 700 MWh, quel que soit le type de technologie utilisée. Soit supérieure ou égale à 30 MWh et dans ce cas remplir également l'un des deux critères suivants. Bénéficier d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, des appels à projets dans le cadre de France 2030 ayant été lancés en ce sens, ou avoir vu sa réalisation qualifiée de projet d'intérêt général PIG, en application de l'article 8 de la présente loi. Les services ministériels ont précisé à vos rapporteurs que le choix d'exprimer les seuils en puissance thermique plutôt qu'en puissance électrique permet de prendre en compte le potentiel de production énergétique des réacteurs électronucléaires. Hors production électrique, ainsi la chaleur produite par un réacteur et qui ne serait pas utilisée pour produire de l'électricité, mais pour d'autres usages est bien incluse. Quant au choix des seuils, celui de 750 MWh couvre les réacteurs de moyenne et grande puissance. Pour les petits réacteurs modulaires, le seuil de 30 MWh permet d'exclure les microréacteurs dont la présomption RIP-M n'a pas été considérée comme justifiée. Ces limites de puissance thermique ont été choisies en cohérence avec une appréciation partagée au niveau international des seuils de puissance électrique entre micro-réacteurs, petits, moyens et grands réacteurs. Pour rappel, dans son avis sur le projet de loi nucléaire, le Conseil d'État avait jugé qu'une disposition sur la reconnaissance de RIP-M semblait peu utile pour les EPR2, puisque l'intérêt public majeur est plutôt aisé à démontrer pour ces réacteurs. En revanche, pour les Small Modular Reactors, SMR, le Conseil d'État avait souligné qu'il s'agissait d'une filière émergente
et que le renvoi par la loi à des conditions techniques définies par voie réglementaire, avec pour seul critère une référence à la puissance de l'installation, ne permettait pas d'encadrer suffisamment la présomption de rythme. Pour ce type de réacteur, le Parlement ayant finalement choisi d'ajouter des dispositions relatives à la rythme dans la loi. L'ajout d'un critère complémentaire au critère de puissance pour les Small Modular Reactors, qualification de PIG ou lauréat d'un appel à projet France 2030 est particulièrement bienvenu. B. Disposition applicable au projet d'entreposage de combustible usé. Le décret précise aussi les conditions pour les cas où l'article 12 sera appliqué à une installation d'entreposage de combustible usé, comme cela est permis par le 3 de l'article 7 de la loi nucléaire. Dans ce cas, la capacité d'entreposage de combustible doit être supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium, contenus dans ces éléments combustibles avant irradiation. Ce seuil correspond à la production de combustible usé associé à 6 mois de fonctionnement du parc nucléaire français ou à 30 ans de fonctionnement d'un réacteur d'une puissance électrique de 900 MW, selon le ministère. Il vise à couvrir les projets d'entreposage identifiés comme stratégiques pour l'ensemble du parc nucléaire. Ce seuil permettrait au projet de piscine d'entreposage centralisé d'EDF de La Hague d'être éligible à la présomption du RIM. Si sa réalisation était confirmée, un bassin de 6500 tonnes et un bassin de 5000 tonnes, il permettrait également, le cas échéant, d'être valide pour un entreposage à sec, dont le tonnage pourrait être compris entre 500 et 1000 tonnes en cas de nécessité, précise le ministère. Observation des différents acteurs sur le décret. Le rapporteur constate que les seuils définis pour la reconnaissance du RIPMEM ne soulèvent pas de difficultés auprès des personnes qu'ils ont auditionnées. La préfecture de Normandie souligne cependant que le niveau de puissance relativement bas prévu pour les Small Modular Reactors SMR peut conduire à s'interroger dans le cas où il conduirait à une reconnaissance du RIPMEM pour des équipements développés par des startups ou autres entreprises non familières de la sûreté nucléaire et notamment des attentes de l'ACN à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil national de la protection de la nature, CNPN, avait émis un avis défavorable au projet de décret. Il regrettait notamment que celui-ci ne prévoit pas de critères autres que de puissance pour présumer la RIPMEM de l'installation en lien avec la biodiversité. Vos rapporteurs rappellent cependant que la RIPMEM n'est que l'une des 3 conditions cumulatives requises pour autoriser une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leur habitat. Votre rapporteur, Sébastien Jumel, constate que la loi a ouvert sur ce point des facilités pour le déploiement des Small Modular Reactors, dont la technologie n'est pas encore maîtrisée et dont nous ne mesurons pas encore la sûreté. Il déplore à ce titre que les critères de puissance ne permettent pas de garantir que l'utilisation d'une telle procédure exorbitante de droit commun soit réservée à un unique exploitant, EDF. Les autres dispositions du titre 2 n'appellent pas de mesures d'application. 1. Dérogation à la loi littorale, article 13. L'article 13 de la loi nucléaire permet de ne pas soumettre aux dispositions d'urbanisme prévues par la loi littorale la réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les aménagements, que les équipements, que les installations et les travaux liés à son exploitation. La loi littorale prévoit notamment que l'extension de l'urbanisation doit se faire en continuité avec l'existant et interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de 100 mètres en dehors des espaces déjà urbanisés.
Aucune mesure réglementaire d'application n'est prévue par cet article. 2. L'octroi de la concession d'utilisation du domaine public maritime sans nécessité de déclaration d'utilité publique. Article 14. L'article 14 précise le régime juridique applicable aux concessions d'utilisation du domaine public maritime, QDPM, liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire. Il précise que cette concession est délivrée à l'issue d'une enquête publique sans nécessité d'une déclaration d'utilité publique. L'exploitant s'engage à respecter un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État doit approuver la concession d'utilisation du domaine public maritime lorsque celle-ci est nécessaire. Il ne s'agit pas d'un décret d'application de la loi à proprement parler. Pour Panly, la concession devrait être approuvée en juin 2024. La préfecture de la région Normandie a fait observer à vos rapporteurs que la durée de droit commun d'une QPM prévue par le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P, est de 30 ans maximum. Une exception est prévue pour les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, ainsi que leur ouvrage de raccordement. La durée de la concession peut désormais être portée à 50 ans. Compte tenu de la durée de fonctionnement d'un réacteur nucléaire et du souhait de pouvoir prolonger celle-ci tant que les conditions de sûreté sont réunies, vos rapporteurs appellent à étudier la possibilité d'augmenter la durée de la QPM pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire. 3. Faculté d'expropriation avec prise de possession immédiate pour la réalisation de réacteurs électronucléaires, article 15. L'article 15 ouvre la possibilité d'appliquer la procédure d'expropriation d'extrême urgence avec prise de possession immédiate à la réalisation d'un réacteur électronucléaire. La procédure doit être décidée par décret. Elle peut s'appliquer à la fois aux immeubles bâtis et non bâtis. Le décret éventuel permettant d'appliquer cette procédure d'expropriation n'est pas un acte d'application de la loi stricto sensu. Cette procédure de prise de possession immédiate n'est pas nécessaire pour Panly. Pour les constructions à venir, EDF souligne qu'elle pourrait être potentiellement nécessaire pour Puget. Les discussions en cours avec les exploitants des terrains nécessaires à la construction de la centrale pouvant ne pas aboutir à un accord à l'amiable. RTE n'a pas identifié de besoin de recourir à cette procédure à ce stade, tout en soulignant qu'elle pourrait s'avérer utile pour l'établissement de postes électriques si un besoin ultérieur était identifié. L'article 18, qui prévoit un décret en Conseil d'État pour l'ensemble des mesures d'application du titre 2, ne devrait pas donner lieu à d'autres décrets d'application que ceux déjà mentionnés. L'article 18 prévoit que les conditions d'application du titre 2 sont précisées par décret en Conseil d'État. Les services ministériels ont indiqué que les dispositions de ce titre n'appellent pas d'autres mesures réglementaires que celles explicitement prévues par les différents articles et détaillés ci-dessus. Il précise également qu'il a été choisi de publier les mesures réglementaires d'application en plusieurs décrets plutôt qu'en un seul, car un découpage par sujet permet notamment une meilleure lisibilité pour les différentes parties prenantes concernées et pour le public consulté. Titre 3. Mesures relatives au fonctionnement des installations nucléaires de base existantes. Article 19 à 22. A. Les modalités de réexamen périodique des installations nucléaires de base au-delà de la 35e année d'exploitation. Article 20. 1. Les dispositions de la loi.
L'article 20 clarifie les modalités de réexamen périodique des installations nucléaires de base INB au-delà de la 35e année de fonctionnement. Il permet de clarifier le périmètre de l'enquête publique qui doit être réalisée sur le rapport de réexamen produit par l'exploitant du réacteur, de ne pas empêcher la réalisation des modifications qui seraient nécessaires à la poursuite du fonctionnement du réacteur avant que l'enquête publique prenne fin, d'aligner le régime des modifications à appliquer à l'issue de l'analyse du rapport de réexamen sur celui du droit commun en permettant de procéder selon l'importance de la modification, soit par déclaration, soit par autorisation. 2. Un décret relatif au réexamen périodique des réacteurs permet de procéder à des adaptations réglementaires rendues nécessaires par les dispositions de l'article 20. Aucune mesure réglementaire d'application n'est explicitement prévue par cet article de loi. Un décret a cependant été pris concernant les réexamens périodiques. Entre autres dispositions, il procède à quelques adaptations réglementaires rendues nécessaires par la loi nucléaire. Les principales dispositions de ce décret sont les suivantes. Article 1er. Du décret permet à l'ACN d'accorder un délai supplémentaire pour effectuer des contrôles nécessitant l'arrêt du réacteur. À l'échéance du réexamen périodique, lorsque l'exploitant justifie de difficultés particulières. Le rapport de réexamen est mis à jour en conséquence. Ces ajouts seront bien inclus dans la version soumise à enquête publique pour les réexamens au-delà de la 35e année d'exploitation d'un réacteur. Cette disposition est sans effet sur l'échéance des réexamens périodiques suivants. Cela peut permettre à l'exploitant de programmer l'arrêt du réacteur au mieux compte tenu des multiples contraintes qui s'imposent à lui. Par exemple, en tenant compte des enjeux de sécurité d'approvisionnement. Cette disposition a déjà été appliquée pour le réacteur 4 de la centrale de Cattenom. L'article 2 adapte la partie réglementaire du Code de l'environnement aux nouvelles dispositions de l'article 20, en précisant que l'enquête publique porte bien sur l'ensemble du rapport de réexamen et non sur les seules dispositions proposées par l'exploitant. L'article 3 ajoute aux documents qui doivent composer le dossier soumis à enquête publique lors des réexamens au-delà de la 35e année de fonctionnement d'un réacteur. Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les 10 années suivantes. Il vise à améliorer l'information du public. L'article 3 renforce également l'information des États voisins d'une centrale nucléaire française dans le cadre de ces réexamens, post-35e année de fonctionnement. L'article 4 effectue des coordinations juridiques liées à l'article 20 de la loi nucléaire. Dans la partie réglementaire du Code de l'environnement, l'article 5 procède au même type d'adaptation, mais pour l'article 22. L'article 6 précise les modalités d'entrée en vigueur du décret. L'ASN a rendu un avis favorable sur ce décret. EDF a également indiqué à vos rapporteurs être favorable à ces dispositions. B. La prise en compte des enjeux du changement climatique et de cybersécurité dans les dispositions législatives applicables aux installations nucléaires de base. Article 21.
L'article 21 assure la prise en compte des conséquences du changement climatique lors de la création du INB et des réexamens périodiques. Il précise également que doivent être pris en compte les enjeux de sécurité des systèmes d'information dans la réglementation applicable à la protection et au contrôle des matières nucléaires. Cet article avait principalement vocation à acter au niveau législatif des dispositions déjà applicables au niveau réglementaire. Il ne prévoit aucune mesure réglementaire d'application et ne nécessite pas d'adapter celle déjà en vigueur. S'agissant des dispositions relatives au changement climatique, l'ASN et les services ministériels concernés ont pu confirmer à nouveau que les dispositions en vigueur incluaient déjà de telles considérations. En particulier, l'article 3.6 de l'arrêté INB de 2012 énumère la liste des agressions externes à prendre en compte dans la démonstration de sûreté nucléaire, au sein de laquelle figurent notamment les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes et les cumuls plausibles entre les différentes agressions citées. Le point 3.3.2.5 du kit du numéro 22 de l'ASN relatif à la conception des réacteurs à eau sous pression précise que la sélection et la caractérisation des agressions externes de référence à retenir comprend notamment les évolutions prévisibles de ces agressions pendant la période d'exploitation du réacteur, en particulier celle des conditions climatiques et de la météorologie. L'ACN a indiqué à vos rapporteurs que s'agissant de la prise en compte des conséquences du changement climatique lors des réexamens périodiques, les modalités précises de prise en compte du changement climatique, notamment pour la réévaluation des agressions externes, sont définies lors de la phase d'orientation du réexamen. S'agissant des enjeux de cybersécurité, l'article R 1333-14 du Code de la défense prévoit que le titulaire d'une autorisation pour l'importation, l'exportation, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation ou le transport de matières nucléaires doit mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité nucléaire de son activité, parmi lesquelles figure la sécurité des systèmes d'information. Un arrêté du 13 avril 2023 précise pour les centrales nucléaires et sites nucléaires majeurs les dispositions applicables en matière de protection des systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire.